Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo pendant laquelle je vais corriger l'exercice 2 que vous aviez à faire pendant cette semaine sur les institutions de la Ve République en France. Alors vous allez voir, au bout de 15 minutes, vous serez incollable sur les institutions de la Ve République. Alors pour bien répondre à cet exercice, vous pouvez prendre sous la main le document 1, page 100 qui est dans votre manuel. Ça correspond au document que vous avez à l'écran, mais ce sera plus net si vous l'avez sous les yeux. Alors ce document va nous permettre de commenter et de donner les réponses aux questions qui portent sur les différentes institutions de la Ve République. Donc la première institution, vous le voyez ici, elle fait partie de la couleur bleue, tout comme la seconde, c'est-à-dire que cela correspond au pouvoir exécutif. Le président de la République est un des personnages de l'État qui a le pouvoir exécutif. C'est l'une de ses prérogatives, pour répondre à la première question, c'est-à-dire qu'il est là pour s'assurer de l'application des lois et il a des missions importantes, des prérogatives importantes. La première prérogative qui est fondamentale pour le président de la République, c'est qu'il désigne le Premier ministre. On le voit ici dans le schéma. Donc Emmanuel Macron, une fois qu'il prend ses fonctions en mai 2017, désigne Édouard Philippe comme Premier ministre, c'est-à-dire comme membre du gouvernement qui va diriger l'action du gouvernement. Ça, c'est l'élément fondamental. Le président de la République dirige, si vous voulez, l'action du gouvernement en temps normal. C'est lui qui va fixer les grandes orientations, les objectifs principaux que le gouvernement devra ensuite essayer de mettre en œuvre. Deuxième prérogative importante du président de la République, c'est représenté par cette flèche que vous voyez avec mon curseur, c'est la consultation du peuple français par référendum, des citoyens par référendum. Alors un référendum, c'est quoi? C'est une élection au cours de laquelle le président de la République pose une question à laquelle les citoyens doivent répondre par oui ou non. Si la majorité répond oui, alors le projet proposé par le président de la République est adopté. À l'inverse, si la majorité est non. Donc voilà un petit peu pour les principales prérogatives. J'en oublie une qui n'est pas dans ce document, c'est le fait que le président de la République peut dissoudre l'Assemblée nationale, c'est l'article 12 de la Constitution. Dissoudre l'Assemblée nationale, c'est-à-dire euh, provoquer des élections législatives anticipées. Normalement, les élections de députés ont lieu tous les 5 ans, à intervalles réguliers, fixés à l'avance, mais il est possible que le président de la République, pour faire face à une crise par exemple, ou s'il est face à une Assemblée nationale qui lui est hostile, peut dissoudre l'Assemblée nationale en espérant que les élections législatives anticipées vont lui être favorables. Voilà un petit peu pour les prérogatives importantes du président de la République. Plus rarement, le président de la République peut disposer des pleins pouvoirs pendant une durée limitée si le Parlement lui accorde, notamment en cas, par exemple, de terrorisme ou en cas de crise sanitaire comme celle que l'on vit actuellement. Alors, pourquoi est-ce que ce personnage de la Ve République est très important? Eh bien, parce que les électeurs l'ont élu directement. Vous voyez bien ici que le président de la République, il est élu par les citoyens, directement, au suffrage universel. Ce n'est pas le cas, par exemple, du Premier ministre, qui est désigné, tout comme les ministres qui sont nommés. Donc on voit bien que le président de la République a un point important parce qu'il rend compte directement de son action auprès des électeurs qui lui ont fait confiance au cours de l'élection présidentielle. C'est pour ça qu'il a un poids très important. Alors, deuxième institution de l'exécutif, c'est le gouvernement. Et le gouvernement, pour traiter les questions qui étaient posées, le gouvernement est composé à la fois du Premier ministre et des ministres. Le Premier ministre est désigné par le président de la République, le président de la République le choisit. Alors, il y a quand même une contrainte, il faut que le président de la République choisisse un Premier ministre qui a une majorité à l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'il a pu choisir Édouard Philippe parce qu'une majorité des députés élus en juin 2017 soutiennent l'action d'Édouard Philippe. Si la majorité des députés ne soutenait pas l'action d'Édouard Philippe serait obligé de démissionner et Emmanuel Macron serait obligé de désigner un autre Premier ministre conforme au souhait, à la majorité des députés élus à l'Assemblée nationale. Bon là, il n'y a pas de souci, le Premier ministre est soutenu. Donc le Premier ministre est désigné par le président de la République et ensuite il va nommer les ministres
en les proposant au président de la République. Si le président de la République accepte, alors le gouvernement est formé. Si on prend un exemple, je vous ai pris ici une photo, on voit bien que c'est le président de la République qui dirige l'action du gouvernement. Il est ici au centre de la photo, vous avez Emmanuel Macron, avec au centre également son Premier ministre, Édouard Philippe, et tous les ministres qui se trouvent autour. Alors le gouvernement a un petit peu changé depuis, il y a quelques têtes qui sont sorties du gouvernement, d'autres qui y sont entrées. Donc en tout cas, cette photo qui a été prise sur le perron de l'Élysée, c'est-à-dire sur les marches qui sont dans les jardins de l'Élysée, montre bien que le gouvernement est dirigé par le Premier ministre, mais sous l'autorité du président de la République, puisque les ministres viennent rendre compte de façon ordinaire tous les mercredis matins, lors du Conseil des ministres, au président de leurs travaux. Voilà pour le gouvernement. Alors, le gouvernement, du coup, tient sa légitimité à la fois du président de la République et de l'Assemblée nationale. Il faut que les ministres et le Premier ministre aient le soutien de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire des députés, et il faut qu'ils soient désignés et acceptés par le président de la République. Donc il a bien une double légitimité, le gouvernement, même s'il n'est pas élu directement par les citoyens, il s'appuie, il est légitimé par le président de la République et l'Assemblée nationale, qui sont deux institutions élues par les citoyens. Le travail du gouvernement, la fonction du gouvernement, c'est quoi? Elle est double. D'abord, bien sûr, il s'agit d'appliquer la loi, c'est le pouvoir exécutif qui veut ça. Donc les ministres écrivent, rédigent et font appliquer par leur administration des décrets qui sont conformes aux lois votées par le Parlement. Mais il y a une deuxième fonction importante pour le gouvernement, c'est ce qu'on appelle la proposition ou le travail d'élaboration de la loi. En fait, le Parlement va voter des lois, mais ne va pas toujours être à l'origine des lois. En France, vous avez à peu près 2 lois sur 3 qui sont proposées par le gouvernement. C'est un travail en fait collaboratif entre le gouvernement et les parlementaires. Le ministre, par exemple le ministre de l'économie et des finances, va proposer des lois qui concernent les entreprises françaises, mais cette proposition va se faire en lien avec un travail qui aura été effectué par certains députés et certains sénateurs. Donc c'est un travail collaboratif d'élaboration de la loi, et ensuite c'est le Parlement qui votera la loi. Ce travail-là de proposition des lois, c'est ce qu'on appelle les projets de loi. Le ministre prépare des projets de loi qu'il fait ensuite voter par l'Assemblée et le Sénat. Voilà donc pour la mission d'un gouvernement en France. Dernière institution sur laquelle vous aviez à travailler, c'est le Parlement. Qu'est-ce que c'est qu'un Parlement? Eh bien, c'est l'organe du pouvoir législatif. C'est le Parlement qui vote la loi. Et donc, en France, ce Parlement est composé de 2 chambres. C'est le cas dans la majorité des démocraties. Aux États-Unis, vous avez la Chambre des représentants et le Sénat. Au Royaume-Uni, vous avez la Chambre des lords et la Chambre des communes. En Allemagne, vous avez le Bundestag et le Bundesrat. En France, vous avez l'Assemblée nationale et le Sénat. Quelles sont les différences entre ces 2 chambres? Je réponds tout de suite à la dernière question. L'Assemblée nationale est constituée des députés qui sont élus directement par les électeurs, alors que le Sénat est composé de sénateurs qui sont, eux, élus par ce qu'on appelle des grands électeurs. En fait, les grands électeurs, ce sont des élus, notamment dans les mairies, les maires, certains conseillers municipaux, ça peut être également des conseillers départementaux, des conseillers régionaux. Donc la grosse différence entre l'Assemblée nationale et le Sénat, c'est que les députés représentent les électeurs, alors que les sénateurs représentent des élus locaux, tels que les conseillers départementaux, les conseillers régionaux et les maires. Donc voilà un petit peu pourquoi on a 2 chambres. Elles ne représentent pas les mêmes citoyens, les citoyens ordinaires et des citoyens qui font partie des élus locaux. L'intérêt d'avoir 2 chambres, quelles sont les fonctions du Parlement? C'est bien de voter la loi, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de 2 chambres? Vous le voyez ici, cette double flèche correspond à une navette. On s'est dit qu'il était bon d'avoir 2 chambres plutôt qu'une. Pourquoi? Parce que si on n'a qu'une chambre, finalement, il n'y a pas de discussion, de débat qui permettent d'améliorer la loi qui est votée. L'avantage d'avoir 2 chambres, c'est qu'un projet de loi ou une proposition de loi va d'abord être voté dans une des chambres, par exemple l'Assemblée nationale,
puis, une fois qu'elle est votée à la majorité, va être envoyée à la deuxième chambre, le Sénat. Le Sénat, du coup, va amender, c'est-à-dire modifier la loi, si il n'est pas entièrement d'accord avec ce qui a été voté par les députés. Et donc va essayer de l'améliorer, de le rendre meilleur, ce projet de loi. Une fois que le Sénat a modifié et voté la loi, il est renvoyé à l'Assemblée nationale. C'est ce qu'on appelle la navette. L'Assemblée nationale lit les modifications apportées par le Sénat et vote, améliore, remodifie encore le projet de loi. Une fois qu'il est voté, il est renvoyé à nouveau au Sénat et il peut y avoir comme ça jusqu'à 5 navettes entre l'Assemblée et le Sénat. 5 navettes à l'issue desquelles il faut que le texte soit voté dans les mêmes termes, avec les mêmes mots, par les deux chambres. Alors, si ce n'est pas le cas, il y a des procédures qui permettent de mettre d'accord l'Assemblée nationale et le Sénat. D'abord, il faut savoir que l'Assemblée nationale peut avoir le dernier mot. Si le gouvernement dit « maintenant on arrête les navettes » et c'est l'Assemblée nationale qui se prononce, à ce moment-là, l'Assemblée nationale a le dernier mot. Pourquoi? Parce que c'est elle qui est élue directement par les électeurs. Donc elle a un poids politique plus important que le Sénat. Autre possibilité, lorsqu'il y a un désaccord entre l'Assemblée nationale et le Sénat qui est trop important, eh bien, on décide de faire une commission mixte. C'est-à-dire qu'on réunit autant de sénateurs que de députés pour réécrire la loi et proposer une loi qui pourra être acceptée dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et par le Sénat. La commission mixte se réunit, élabore une nouvelle loi et propose cette loi aux députés et aux sénateurs. En général, ça suffit à ce qu'on tombe d'accord et que la loi puisse être votée. Il y a une deuxième, donc ça c'est pour l'élaboration de la loi. Le Parlement, c'est l'organe législatif, il fait la loi. Dans des circonstances qui sont longues, parce qu'il faut des navettes entre les deux chambres. Il y a un deuxième élément de réponse à cette question 7. Il y a une deuxième fonction importante du Parlement. Le Parlement doit contrôler, surveiller le travail de l'exécutif et plus particulièrement en France, du gouvernement. Je vous l'ai dit, le gouvernement doit avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Sinon, le gouvernement ne peut plus travailler. Pourquoi? Parce que les lois proposées par le gouvernement sont envoyées à l'Assemblée qui doit les voter. Et donc, il faut qu'il y ait un accord, une compatibilité entre gouvernement et Assemblée nationale. Mais au-delà de ça, l'Assemblée nationale et le Sénat peuvent contrôler l'action du gouvernement. Et donc, il y a parfois des commissions d'enquête parlementaires qui sont chargées d'interroger les membres du gouvernement pour savoir s'ils ont correctement mené leur action en tant que ministre ou en tant que Premier ministre. Alors, il y en a eu plusieurs déjà depuis le début du mandat d'Emmanuel Macron, de commissions parlementaires. Et là, par exemple, il y en a une actuellement qui va se réunir pour savoir si les ministres ont correctement géré la première partie de la crise sanitaire liée au coronavirus. Ça veut dire que des députés et des sénateurs vont se réunir et vont être chargés de questionner les ministres, notamment le ministre de la Santé, Olivier Véran, pour savoir pourquoi il n'y a pas eu plus de masques, pourquoi est-ce qu'on n'a pas dépisté massivement les Français. Peut-être que les décisions qui ont été prises vont pouvoir être justifiées, argumentées par les ministres, mais le travail des parlementaires, c'est de se faire l'écho de l'action se faire l'écho des questions des électeurs sur le travail des ministres. Et donc, les députés et les sénateurs contrôlent l'action des ministres en posant des questions régulièrement, soit en séance plénière, tous les députés sont réunis, tous les sénateurs sont réunis, ils posent des questions dans l'hémicycle au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Mais ils peuvent aussi le faire en commission. Alors, pour aller un peu plus loin, et puis je m'arrêterai là sur la présentation des institutions, vous avez ici ce qu'on appelle le Palais du Luxembourg, c'est le Sénat, c'est là où siège le Sénat. Ça, c'est l'avant du Palais du Luxembourg et ça, c'est l'arrière. Ce sont des bâtiments plutôt très jolis. Ici, vous avez ce qu'on appelle le Palais Bourbon, c'est là que se réunit l'Assemblée nationale. Quand vous traversez la Seine, ici, c'est à Paris, vous arrivez pile sur la place de la Concorde, donc c'est en face de la Concorde. Ça, c'est l'hémicycle où se réunissent les députés. Les ministres, quand ils sont interrogés, sont là, tout en bas. Et enfin, vous avez ici le Conseil constitutionnel,
qui est un autre membre des institutions de la Ve République, c'est l'organe judiciaire.